Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ce jour pour une courte session durant laquelle nous allons partager avec vous notre analyse de la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise pour ses dispositions les plus impactantes en termes de fiscalité des revenus des personnes physiques. Nous évoquerons également comment cette nouvelle convention, dans le contexte actuel, peut agir sur les obligations fiscales des employeurs personnes morales. Pour aborder ces différentes thématiques, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour la partie française de Romain Récidier, directeur au sein du cabinet d'avocats Tage. Je suis pour ma part associée au sein du même département que Romain, Global Employer Services, au sein duquel nous avons à cœur de servir nos clients majoritairement corporate pour l'accompagnement de leurs salariés en situation de mobilité internationale en matière de fiscalité individuelle, couverture sociale, immigration, actionnariat salarié et définition de package de rémunération. Côté luxembourgeois, nous avons avec nous aujourd'hui Carole Hein, directeur Financial Advisory, et Frédéric Scholtus, qui est notre pendant côté Luxembourg, puisque nous appartenons à la même ligne de service. Si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A. Je tâcherai de garder un œil et de prendre vos questions au fur et à mesure. Et puis, on essaiera aussi de conserver quelques minutes à la fin de ce webinaire pour prendre des questions supplémentaires. Alors, au cours de cette présentation, nos trois experts vont synthétiser les impacts de la nouvelle convention fiscale France-Luxembourg en matière de fiscalité individuelle, après avoir rappelé le contexte dans lequel cette réforme est intervenue. Puis, ils illustreront leur analyse par quelques exemples comparatifs chiffrés, très illustratifs, avant de s'intéresser aux mesures correctives adoptées par l'administration fiscale française au cours des dernières semaines. Pour finir, sur les actions à venir impactées par cette nouvelle convention pour les employeurs luxembourgeois. Frédéric, Romain, je vous passe le flambeau pour une courte introduction au thème qui nous réunit aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Marga. Bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir de participer aujourd'hui avec vous à ce webinaire et avant toute chose, on va certainement rappeler dans la constellation du marché du travail au Grand Chez Luxembourg, mais finalement, quel est le poids de la population qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement la population de salariés luxembourgeois qui sont en fait des résidents fiscaux de France. Il faut savoir que le Luxembourg compte en grande majorité la présence de travailleurs frontaliers, bien évidemment, qui viennent au quotidien travailler sur le sol luxembourgeois. Pas moins de 45% des travailleurs luxembourgeois sont des non-résidents. Et parmi ces non-résidents, on en compte plus ou moins 210 000 aujourd'hui, 209 000 sur base de ces statistiques du premier trimestre 2021. Le deuxième trimestre 2021 était un peu plus évocateur encore. Et parmi ces 209 000 ou 210 000 frontaliers, eh bien, un peu plus de 110 000 résidents fiscaux de France qui constituent donc la grande majorité en fait des travailleurs salariés au Grand-Duché de Luxembourg en représentation des autres non-résidents fiscaux. Voilà. Donc pour vous donner une idée effectivement de l'amplitude de ce que représente la population aujourd'hui des résidents fiscaux de France dans la constellation du marché du travail luxembourgeois. Je passerai la parole à Romain qui va donc... Merci Frédéric. Effectivement, par rapport donc, à cette nouvelle convention fiscale, déjà, donc, effectivement, comme vous le savez tous, elle vient remplacer celle qui avait été signée donc, en 1958 et qui avait déjà subi donc, plusieurs avenants successifs. Et principalement, on vous a reporté ici donc quelle était la genèse et quelles étaient les grandes étapes de cette nouvelle convention, donc dont la signature donc a été entérinée en mars 2018, mais qui finalement, alors même qu'elle n'avait pas été encore
elle n'était pas encore entrée en vigueur, puisqu'elle entre en vigueur au 1er janvier 2020. Des mécontentements s'étaient déjà fait savoir, puisque un avenant avait été signé donc en octobre 2019, puisque dans sa version initiale, la nouvelle convention prévoyait en fait un changement dans la méthodologie d'élimination de la double imposition, mais par l'octroi d'un crédit d'impôt qui était égal au montant de l'impôt luxembourgeois. Par anticipation, effectivement, de l'augmentation de l'imposition que cette mesure pouvait avoir sur les ménages français, eh bien, il avait été décidé, donc en octobre 2019, déjà, donc, d'y apporter un avenant pour consacrer finalement une méthodologie alternative qui était donc le crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français, donc ce qu'on appelle aussi crédit d'impôt fictif, pour assurer une meilleure neutralité et une moins forte de moins fortes conséquences pour les ménages français. Cette première nouveauté, qui n'est pas des moindres, est accompagnée par d'autres mesures et on va donc vous illustrer désormais donc quels sont les grands impacts qui sont donc apportés par la nouvelle convention fiscale. Deux nouveautés majeures sont donc à souligner. Tout d'abord, effectivement, donc cette convention modernise la politique fiscale du côté français, donc par le changement de méthodologie d'élimination de la double imposition, donc par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, comme nous venons de le voir. C'est les dernières conventions en fait qui avaient été amendées par la France et les autres pays avaient déjà précédé le pas. On avait avec le Royaume-Uni en 2010, avec la Chine en 2014 et prochainement avec la Belgique. Pour autant, la ratification de ces dernières conventions n'avait pas suscité d'émoi particulier quant à la ratification et plus particulièrement notamment avec l'exemple du Royaume-Uni où on avait aussi une très forte population qui se rendait régulièrement dans ce pays pour exercer l'activité professionnelle. Cette nouvelle convention entre la France et le Luxembourg harmonise également le régime des travailleurs frontaliers puisque avec les autres pays dont la France est limitrophe, les conventions fiscales entérinent déjà la méthodologie de l'élimination de la double imposition par un crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français. C'est le cas pour la Suisse ou l'Allemagne, avec lesquels il y a déjà donc des accords spécifiques pour les travailleurs frontaliers, mais c'est le cas aussi avec l'Italie ou l'Espagne, où même sans accord spécifique, eh bien, la méthodologie pour éviter la double imposition reste celle du crédit d'impôt, donc, et encore une fois, égale au montant de l'impôt français. Ce changement impacte également l'approche dans le calcul et l'ordre d'imputation des réductions et des crédits d'impôt. Alors qu'avec l'ancienne méthodologie de l'exonération fiscale, les dispositions de la Convention s'appliquent directement au montant de l'impôt brut, le crédit d'impôt conventionnel, lui, s'impute sur un montant net. Net après imputation des réductions et des crédits d'impôt personnels ou de droit interne. Typiquement des frais de garde d'enfants, des frais d'employé au domicile ou des dons. Ce qui est loin d'être neutre, comme nous verrons après lors de nos exemples chiffrés, pour lesquels on entrera un peu plus en détail. Toutefois, et quand même, on souhaite le rappeler, la convention fiscale garde dans sa philosophie le souhait d'assurer que les contribuables résidents fiscaux de France qui perçoivent des revenus de source française, de source luxembourgeoise, et qui sont imposés au Luxembourg sur ces revenus, ne souffrent pas d'une double imposition dans ces deux pays. La philosophie reste la même si l'approche est différente. Un autre point, et donc une autre nouveauté majeure qui est donc entérinée par cette convention fiscale, c'est que désormais, elle fixe formellement à 29 jours de travail le seuil au-delà duquel les revenus professionnels de source luxembourgeoise deviennent imposables en France. Ce seuil, donc, qui est actuellement fixé à 29 jours dans le protocole de la Convention, alors qu'auparavant, dans l'ancienne convention fiscale, il n'y avait pas de nombre de jours spécifiques mentionnés pour l'imposition des revenus professionnels. Alors que les deux gouvernements se sont déjà réunis en juillet 2020 pour décliner les règles de comptabilisation de ce seuil de 29 jours et donc les modalités de pratique, ce seuil fait d'ores et déjà l'objet de renégociations entre les gouvernements pour être rehaussé. Dernièrement, donc le 19 octobre 2021, la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise a salué la volonté de revoir ce seuil à 34 jours.
Alors que cette révision n'est pas encore officialisée dans les textes, il n'est pas non plus encore indiqué au titre de quelle année ce seuil révisé pourrait être applicable. À ce jour, ce seuil permet de déterminer la fiscalité des revenus professionnels qui sont donc perçus par un résident fiscal de France. En deçà de 29 jours de travail hors du Luxembourg, le régime frontalier n'est pas remis en cause et l'intégralité des revenus professionnels est donc imposée au Luxembourg. Et en France, le salarié a donc droit à un crédit d'impôt sur l'ensemble de ses revenus. Dès lors qu'il excède le seuil de 29 jours, donc de travail hors du Luxembourg, les revenus professionnels deviennent imposables en France dès le premier jour et à hauteur du temps passé hors du Luxembourg. Ceci impacte à la fois la situation du travailleur frontalier, mais également celle de l'employeur luxembourgeois. En effet, le salarié frontalier, lui, se voit redevable d'un impôt sur le revenu en France sur les jours de travail passés en France ou dans des pays tiers. Et lui, l'employeur luxembourgeois, se voit obligé désormais de procéder aux formalités de prélèvement à la source via le passereau. Ces points, nous aurons également donc le plaisir de les aborder un petit peu plus tard dans notre présentation pour vous expliquer dans quelle mesure, effectivement, ceci implique profondément donc les employeurs luxembourgeois. Romain, je vais t'interrompre puisque nous avons 2 questions à ce stade. Donc la première sur les conséquences d'un travailleur à temps partiel pour ce seuil des 29 jours. Comment on doit calculer ces 29 jours? Est-ce qu'il convient de les proratiser? Alors, dans le protocole d'accord, il y a des mesures qui sont donc désormais donc strictement visées. Et donc les gouvernements français et luxembourgeois se sont prononcés sur la situation, donc comme je l'ai dit, en juillet 2020. Et dans ce protocole d'accord que je peux effectivement vous mentionner, il est indiqué donc pour, je vais vous dire ça tout de suite, que donc en cas de travail à temps partiel ou en cas d'activité exercée pendant une partie de l'année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu dans le contrat et ou de la durée effective du contrat au cours de l'année fiscale considérée. Il convient donc en fait de faire un prorata temporis si votre salarié soit n'a pas travaillé toute l'année, même si c'était à temps plein, soit à travailler toute l'année, mais à un temps partiel. Il faudra donc redéterminer, encore une fois, au prorata, ce seuil de 29 jours. Merci Romain. Nous avons une seconde question peut-être pour Frédéric. On parle souvent de 185 jours, 183. Connaissez-vous le moteur d'un chiffre si bas? Je pense que les 183 jours font référence effectivement au modèle en fait de convention de l'OCDE et donc sont utilisés pour des problématiques en fait lorsque en absence par exemple d'employeur dans un État déterminé, si par ailleurs un résident fiscal de l'autre État viendrait à y travailler durant une certaine période prédominante, donc on fait référence à ces fameux 183 jours. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que sous l'égide de l'ancienne convention fiscale France-Luxembourg, on avait déjà à l'époque, et je pense que c'est certainement à ça que vous voulez faire référence, on avait déjà à l'époque la possibilité, ou du moins l'employeur étranger pouvait invoquer en fait la clause de mission temporaire où, par exemple, le résident fiscal luxembourgeois qui par ailleurs aurait travaillé en France de manière temporaire pour une période inférieure à 183 jours, alors que l'intégralité de sa rémunération salariée serait restée à charge de l'employeur luxembourgeois, eh bien, ce sont des situations effectivement où on n'aurait pas eu d'imposition nécessairement dans l'autre pays. Ici, en tant que tel, ce sont des dispositions qui n'existent plus sous l'égide de la nouvelle convention fiscale, et donc la tolérance aujourd'hui, effectivement, c'est une tolérance qui a été limitée uniquement, comme Romain l'a souligné, à 29 jours de travail presté en dehors du Luxembourg, à devenir 34 jours, en tout cas espérons-le rapidement, dès 2022. Merci Frédéric. Merci Magda. Et effectivement, juste en transition, parce que je vais permettre de te redonner la main Frédéric, mais c'est vrai que
Comme je l'ai dit, la convention devait s'appliquer dès le mois de janvier 2020, mais on a vite vu effectivement que ces effets ont été temporairement gelés pour les raisons que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Et d'ailleurs, effectivement, on a connu une période Covid très abrupte, sans transition. Et finalement, on a de la chance, finalement, tous les contribuables, en fait, ont de la chance d'avoir obtenu un gel du décompte des fameux 29 jours, en fait, de télétravail avec la crise sanitaire. Et grâce, effectivement, aux travaux des gouvernements français et luxembourgeois qui ont dû prendre des mesures effectivement sans précédent. De cette situation de travail à la maison, quelque part forcée, effectivement, on aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques pour les salariés concernés, puisque dans ces situations-là, ils auraient très rapidement dépassé le seuil de tolérance des fameux 29 jours, et de ce fait, l'intégralité des éléments de salaire relatifs à ces jours d'activité prestés à la maison dans l'état de résidence aurait été purement fiscalisés effectivement dans l'état de résidence. Or ici, les gouvernements se sont accordés vraiment sur une situation d'exception, et donc les personnes qui ont dû rester à la maison pour télétravailler, alors que normalement elles auraient travaillé sur le territoire luxembourgeois, eh bien, ont pu profiter d'un accord temporaire qui permet de voir leur rémunération salariée rester imposable du côté luxembourgeois. Alors, il y a une question qui est sur toutes les lèvres, en tout cas les nôtres, c'est finalement, est-ce que les contribuables, lorsqu'ils ont soumis leur déclaration fiscale française sur les revenus de l'année 2020, eh bien, est-ce que les contribuables, finalement, ont bien fait la demande de manière d'application, en fait, de cet accord dans leur déclaration fiscale française? Et donc, c'est une question certainement sur laquelle on pourra échanger un peu plus tard avec vous, mais qui convient en fait d'être posée. Et donc maintenant, pour revenir à cet accord, notamment fiscal, qui a été reconduit périodiquement par rapport à l'évolution de la crise du Covid, et puis puisque la dernière mouture a été récemment étendue jusqu'à fin de cette année 2021, donc jusqu'au 31 décembre de l'année 2021, eh bien, il faut savoir également que en matière de sécurité sociale, les autorités luxembourgeoises et françaises, sous l'égide cette fois-ci du Conseil européen, eh bien, ont pris des mesures également similaires pour éviter toute problématique additionnelle qui aurait pu être dramatique tant pour les employeurs luxembourgeois que les salariés en tant que tels, devant s'immatriculer en fait à la sécurité sociale française et ainsi rompre le cas échéant leur couverture sociale et leurs prestations pensions étatiques luxembourgeoises. Alors, ceci étant dit, tous ces accords ont permis effectivement de réduire l'impact direct en fait du Covid de par la crise sanitaire. C'est l'accord fiscal, cette fois-ci, si je reviens à nouveau dessus, eh bien, il est soumis à certaines conditions, et une des conditions, bien évidemment, est que l'employeur luxembourgeois atteste des jours de télétravail qui ont dû être réalisés en fait par le travailleur lorsqu'il ou elle travaille de son domicile en France. Alors, tout ceci pour en revenir à nouveau à la convention fiscale, la nouvelle convention fiscale. Puisque Romain l'évoquait, elle reste malgré tout récente, elle n'a pas encore tiré ses pleins effets. Par contre, on a pu voir à l'été 2021 eh bien, qu'elle a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions et de mécontentement de la part des résidents fiscaux, de certains résidents fiscaux français. On peut se poser la question si les conséquences, en fait, directement de l'application, de l'élimination de la double imposition de cette convention ont bien été appréhendées en avant-plan. Et donc, on peut se poser effectivement cette question-là, mais il faut savoir que du côté luxembourgeois, cette convention avait déjà, en février 2019, fait l'objet d'une première question parlementaire, justement parce que le parlementaire, à l'époque, se posait la question du bien fondé, en fait, de la méthode de crédit d'impôt, notamment méthode de crédit d'impôt à l'époque, qui n'envisageait pas de crédit d'impôt équivalent à l'impôt français. Et donc, tout ceci pour vous dire que
que finalement, eh bien, cette convention nouvelle existe, elle n'a pas encore tiré ses pleins effets. On a de la chance d'avoir pu obtenir des accords temporaires de neutralisation en fait d'éventuelles doubles impositions et d'effets en fait sur la sécurité sociale pour neutraliser en fait le confinement. Mais néanmoins, on peut s'imaginer effectivement qu'à l'été 2021, lorsque les contribuables ont reçu leurs premiers avis d'imposition, eh bien, les mois étaient grands de par toutes les difficultés encourues durant cette année-là et la période du Covid. Et on a pu aussi lire entre les lignes dans la presse luxembourgeoise, eh bien, généralement, que les contribuables qui rapportaient en fait leur mésaventure évoquaient une augmentation de l'impôt sur le revenu français échelonné entre 300 pour certains, parfois beaucoup plus pour d'autres, et ça pouvait même aller jusqu'à 3 000 euros. Donc je pense qu'ici, c'est ce qu'on va essayer de vous illustrer par la suite avec des exemples chiffrés spécifiques. Oui, tout à fait, Frédéric. Donc, on a voulu comprendre, comme tu le disais, cet émoi et ces retours concernant l'augmentation de la charge fiscale au titre des revenus 2020. Donc, nous nous sommes livrés à l'exercice de calcul comparatif avant et après la nouvelle convention selon 5 scénarios distincts, nous paraissant les plus représentatifs des foyers fiscaux multiples à cheval entre la France et le Luxembourg. Donc, dans le premier scénario que nous avons regardé, on a pris comme hypothèse un couple avec 2 enfants à charge rattaché au foyer fiscal, ce foyer fiscal étant considéré comme résident fiscalement en France. Monsieur ou madame exerce 100% de son activité professionnelle au Luxembourg et les 2 époux ont formulé une demande conjointe à être traités comme résidents luxembourgeois et imposés conjointement au Luxembourg. Donc il s'agit là d'une imposition classe 2 qui a pour effet de réduire l'impôt luxembourgeois sur le revenu professionnel. Donc le revenu professionnel du couple unique, je le rappelle, puisque un seul exerce son activité au Luxembourg, s'élève à 100 000 euros annuels. Et le couple perçoit également des revenus financiers de source luxembourgeoise, des intérêts pour 1 000 euros annuels là encore, et le couple a réalisé une plus-value de cession de valeur mobilière pour 1 000 euros. Donc, comme l'illustre le présent exemple, il n'y a aucun impact dû au changement de méthodologie pour éliminer la double imposition, parce qu'il y a absence d'autres revenus imposables en France au barème progressif. Il n'y a que le revenu professionnel de source luxembourgeoise imposé au Luxembourg, pas d'autres revenus en France soumis au barème progressif. Les revenus financiers, intérêts, dividendes et plus-values, je le rappelle, sont imposés au taux proportionnel et leur imposition ne souffre pas du changement de méthodologie de l'élimination de la double imposition prévue par la nouvelle convention. À noter également que les mêmes règles d'évaluation des revenus imposables s'appliquent après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. La seule différence ici en termes d'assiette de calcul est la non-déductibilité de l'impôt luxembourgeois qui vient désormais augmenter la base imposable pour le calcul des droits simples, donc après la nouvelle convention. Néanmoins, la conclusion serait radicalement différente si l'autre conjoint percevait des revenus d'activité de source française. C'est ce que Romain va illustrer maintenant avec le scénario 2. Merci Magda. En effet, comme le premier plateau l'illustre, le changement de méthodologie impacte directement le taux effectif d'imposition. Cette augmentation, donc, elle résulte du fait que sous l'ancienne méthodologie, comme tu l'as dit, l'impôt sur le revenu luxembourgeois était déductible de la base, donc pour déterminer le taux effectif d'imposition. Or, avec l'approche consacrée du crédit d'impôt conventionnel, donc qui est prévu par la nouvelle convention fiscale, les revenus de source luxembourgeoise sont considérés avant tout comme imposables en France. Il en résulte que l'impôt luxembourgeois n'est déductible ni de la base imposable, ni de l'impôt qui est dû en France.
Si effectivement cette augmentation est sans conséquence lorsque le contribuable ne dispose que de revenus professionnels imposables au Luxembourg, eh bien cette méthodologie impacte néanmoins à la hausse la fiscalité des ménages qui disposent d'autres revenus en France, et plus particulièrement donc les revenus du conjoint. Dans ce second scénario, on a repris exactement les mêmes hypothèses que dans le premier. À la différence, c'est qu'on a rajouté effectivement donc des revenus professionnels pour monsieur ou madame à hauteur de 40 000 euros, ce qui là aussi nous semble être un cas d'école et un cas d'espèce relativement standard par rapport à la population des travailleurs frontaliers donc qui viennent quotidiennement au Luxembourg. Dans ce cas-là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a une hausse de l'imposition en France qui, dans ce même exemple, se traduit par une augmentation de l'ordre de 11 points au niveau de l'impôt sur le revenu, ce qui représente à peu près 700 euros de plus d'impôt sur le revenu donc pour ce foyer fiscal. Là encore, on peut aussi pousser un petit peu plus l'exercice pour voir dans quelle mesure, lorsque d'autres revenus donc qui peuvent être assujettis au barème progressif, dans quelle mesure cette nouvelle convention peut venir impacter d'autant plus leur fiscalité. Un dernier point, comme vous le constaterez également, par contre, au niveau des revenus financiers, il n'y a aucun impact du fait du changement de l'élimination, de la méthodologie d'élimination de la double imposition, dans la mesure où on reste sur une flat tax, donc une imposition forfaitaire à 30% en France, bien évidemment sauf option pour le barème progressif, mais en d'autres termes, la convention vient donc s'impacter directement sur les revenus qui sont imposables au barème progressif. Et on va l'illustrer aussi dans le cas numéro 3, je pense, dans le cas numéro 3 qui sera avec des revenus professionnels. Je voulais aussi également juste terminer, avant de passer au cas numéro 3, que dans ce cas 2, en déclinant avec un cas 2 bis, donc avec une classe d'imposition 1 au Luxembourg, donc non résidents, et donc avec un impôt sur le revenu luxembourgeois plus important, eh bien l'écart se creuse d'autant plus, puisqu'effectivement, l'impôt luxembourgeois étant déductible de la base sous l'ancienne méthodologie, on avait un impôt encore inférieur à concurrence de l'impôt qui était dû au Luxembourg, et donc l'écart se creuse en fonction de la distinction de classe d'imposition au Luxembourg. Donc, oui, pardon, Frédéric. Je voulais juste ajouter, en fait, cette classe d'impôt 1, c'est vraiment la situation de l'imposition standard du non-résident qui ne demande pas, avec son conjoint respectivement partenaire, à être assimilé en fait à un ménage en fait de résidents fiscaux luxembourgeois imposables collectivement. Merci Frédéric. Donc effectivement, comme le disait Romain, dans le scénario 3, nous avons ajouté des revenus personnels et nous avons décidé de sortir du régime frontalier puisque l'activité dans cet exemple est exercée à hauteur de 75% au Luxembourg, ce qui est aussi une situation qui peut arriver. Donc les revenus personnels pris en compte ici sont des revenus fonciers de source française, assujettis également au barème progressif de l'impôt sur le revenu en France. Donc là, en présence de revenus personnels et selon le profil d'investissement, pierre versus placement financier, l'impact est plus ou moins significatif. Donc encore une fois, selon le régime d'imposition du revenu personnel. Barème progressif versus barème proportionnel. L'exemple de ce slide vous démontre qu'au fur et à mesure que les revenus imposables en France soumis au barème progressif augmentent, l'impact du changement de méthodologie sur l'impôt sur le revenu des ménages en France est de plus en plus significatif. Pour être totalement complet, nous ne pouvions prendre l'exemple d'un foyer bénéficiant de réduction et crédit d'impôt, ce que Romain va détailler maintenant avec le dernier exemple chiffré. Merci Magda. Et effectivement, pour reprendre les propos introductifs, là, effectivement, un point majeur aussi du fait de cette nouvelle convention, avec ce changement de méthodologie sur l'élimination de la double imposition, c'est par rapport au calcul de l'impôt sur le revenu. En effet, ce changement de méthodologie n'est pas neutre sur le taux effectif d'imposition, mais cet effet préjudiciable ne s'arrête donc pas uniquement à ce stade.
Le changement de méthodologie impacte également donc l'imposition des revenus des ménages qui perçoivent, enfin qui ont fait des investissements donnant droit à des réductions ou des crédits d'impôt, je vais dire de droit interne ou des crédits d'impôt, réduction d'impôt d'ordre personnel. Dans cet exemple, on a pris le cas, donc c'est le même cas que le numéro 2, sauf qu'au lieu de considérer d'autres revenus imposables, on a considéré donc des frais pour l'emploi d'un salarié à domicile à concurrence de 15 000 euros et des dons à concurrence de 5 000 euros. Cet exemple donc, va illustrer parfaitement le fait que, alors que sous l'ancienne méthodologie, les dispositions pour éliminer la double imposition s'appliquent directement en fait sur le montant de l'impôt brut et sans plafonnement, sous la nouvelle méthodologie, en fait, le crédit d'impôt conventionnel vient s'imputer après les réductions et les crédits d'impôt de droit interne. En d'autres termes, si les réductions et crédits d'impôt de droit interne viennent déjà absorber largement le montant de l'impôt dû en France, eh bien, le crédit d'impôt conventionnel, lui, sera plafonné finalement qu'au montant d'impôt qui reste dû. En d'autres termes, avec la nouvelle méthodologie d'élimination de la double imposition, en aucun cas, le crédit d'impôt conventionnel ne peut donner droit à une restitution ou un excédent d'impôt qui serait remboursé aux contribuables français, alors que sous l'ancienne méthodologie, du fait d'être imputé directement sur l'impôt brut et donc avant les réductions et crédits d'impôt, eh bien, ce même ménage aurait été en mesure d'obtenir un remboursement de la part du fisc français. Donc, on voit clairement ici aussi que ce changement de méthodologie ne vient pas simplement impacter que les revenus imposables, mais peut venir aussi impacter et déterminer finalement les profils d'investissement et aussi les dépenses que les ménages peuvent avoir à faire, puisque ce peut être aussi des points à considérer pour garder en tête effectivement que dans le cas de la nouvelle convention, eh bien, ces investissements pourraient avoir des effets plus limités. C'est ce constat en fait qui a aussi été unanimement fait, je pense, pendant l'été 2021 et qui a poussé aussi donc le gouvernement français à prendre des mesures un peu drastiques et des mesures exceptionnelles aussi en octobre dernier. Donc qui viennent en correctif des revenus de l'année 2020, mais aussi en anticipation par rapport à ceux des revenus donc de l'année 2021 qui seront déclarés en 2022. On va aborder effectivement donc maintenant le détail de ces mesures et aussi mettre et souligner clairement quelles sont les actions que les salariés concernés doivent prendre dans des délais bien précis pour, le cas échéant, demander la rectification de leur impôt sur le revenu ou s'assurer que pour les revenus 2021, ils soient déclarés correctement. Alors, juste avant, je vois que nous avons une question dans le chat donc sur des crédits d'impôt fonciers. Est-ce que ceux-ci restent reportables? Donc, moi, j'ai plutôt en tête des réductions d'impôts liées à des investissements effectivement dans la pierre. Et la réponse est oui. Donc, s'il y a un report de réduction d'impôts qui est prévu par la législation fiscale française, ces reports restent applicables. Donc nous avons démontré par les chiffres les conséquences du changement de méthodologie de la nouvelle convention fiscale France-Luxembourg et ne pouvons nous étonner effectivement de l'émoi qui a été suscité par l'émission des premiers avis d'imposition français sur les revenus 2020 post-nouvelle convention. Donc, comme l'évoquait Frédéric tout à l'heure, la levée de bouclier a obligé l'administration fiscale française à permettre au moins de manière temporaire quelques mesures de correction pour les revenus 2020 et à anticiper l'imposition des revenus 2021, ce que nous allons aborder dans la présente partie. Donc ainsi, dans un communiqué du 4 octobre 2021 et dans sa doctrine du 11 octobre 2021 opposable, puisque publiée au Bulletin officiel des impôts, l'administration fiscale autorise le retour en arrière en permettant aux contribuables concernés de corriger leur déclaration des revenus 2020 pour demander l'application de la méthode de l'exonération avec progressivité pour éliminer la double imposition entre la France et le Luxembourg.
Donc, on reprend la méthodologie de l'ancienne convention. Cette mesure de correction ne vaut que pour les contribuables résidents fiscaux de France, imposables en France sur leurs revenus professionnels ou leurs pensions de source luxembourgeoise ou encore sur des revenus fonciers de source luxembourgeoise, percevant également d'autres revenus pleinement imposables en France et très importants qui se trouvaient déjà dans cette situation antérieurement au 1er janvier 2020. Donc Romain va nous détailler les modalités effectives de cette correction. Merci Magda. Effectivement, l'administration fiscale française a une approche très didactique et a mis à disposition donc des kits, tout simplement donc à l'attention des contribuables concernés. Deux canaux principaux et j'ai envie de dire exclusifs ont été envisagés pour justement procéder donc aux démarches correctives donc pour l'imposition des revenus de l'année 2020. Tout d'abord donc les corrections donc de déclaration des revenus en ligne. Ces mesures donc concernent principalement donc les contribuables qui ont déposé déjà leur déclaration des revenus 2020 donc au printemps 2021 sur leur espace personnel. Et pour ces profils-là, la correction en ligne ne peut être effectuée que jusqu'au 15 décembre 2021. Il reste donc un tout petit peu plus de 15 jours pour ces personnes pour faire le nécessaire pour demander la correction en ligne de leur revenu 2020. L'administration a distingué deux types de profils, soit les contribuables donc français qui disposent de revenus de source française et de source luxembourgeoise uniquement, et ceux qui disposent de revenus de source française, de source luxembourgeoise, mais également d'autres pays avec lesquels la France a signé donc des accords qui donnent le bénéfice d'un crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français. Pour donner un exemple, ça pourrait être un résident fiscal de France qui travaille au Luxembourg et qui perçoit également donc des revenus fonciers pour un immeuble qui est situé en Allemagne. Les deux conventions prévoyant l'octroi d'un crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français, les sommes ont été globalisées initialement sur la déclaration des revenus 2020. Il y a donc un processus spécifique pour ces personnes-là pour bien s'assurer que la demande de correction soit traitée correctement et sans conséquences préjudiciables également sur les revenus de source étrangère, donc dans mon exemple de source allemande. Cette demande de correction en ligne reste bien évidemment la voie à privilégier donc pour accélérer le traitement des demandes de correction et donc bien évidemment pour les contribuables concernés pour obtenir le remboursement et le dégrèvement de leur imposition 2020. Si malheureusement ces contribuables n'ont pas eu la possibilité de faire la correction en ligne avant le 15 décembre 2021 ou si nous sommes en présence de contribuables, par exemple des primo-déclarants qui ont déposé une déclaration donc sur format papier, eh bien une correction peut rester possible. Elle se fait sous format papier et dans ce cas-là, la correction, donc c'est le délai de droit commun de prescription qui donc pour les revenus de l'année 2020 court jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. Dans ces cas-là, effectivement, ça revêt la forme d'une réclamation qui doit être déposée auprès donc du centre des impôts compétent par rapport à l'adresse de la résidence principale du contribuable. Et pour cela, l'administration fiscale en fait a mis à disposition des contribuables un courrier type qui convient de remplir avec donc les revenus concernés et qui permet, nous pensons, aussi du côté de l'administration peut-être de standardiser, de processer un petit peu cette approche et peut-être d'anticiper aussi la vague de demandes conséquentes qui pourraient résulter donc de la part des contribuables français qui souhaitent obtenir la correction de leur imposition sur les revenus de 2020. L'approche est la même quant au profil des contribuables, à savoir est-ce qu'ils ne perçoivent que des revenus de source luxembourgeoise ou également des revenus de source étrangère dans un pays avec lequel la France a signé une convention qui prévoit le crédit d'impôt qui est égal au montant de l'impôt français. En tout état de cause, les mesures donc sont également reportées pour l'imposition des revenus de l'année 2021. Il conviendra donc au printemps de l'année 2022 de s'assurer que les reports soient faits finalement ou en tout cas avec la clé de répartition et la méthodologie de l'ancienne convention et non pas la nouvelle.
notamment pour des reports bien spécifiques dans la déclaration des revenus 2021. Et le point, bien évidemment, qui reste en suspens, c'est pour beaucoup de personnes, c'est de savoir ce qui va se passer après l'imposition des revenus 2021. Pour nous, ces mesures ne sonnent pas tant un retour en arrière sur justement est-ce qu'on va retourner sur l'ancienne convention avec peut-être un avenant ou autre pour récupérer ou en tout cas entériner l'ancienne méthodologie de l'exonération fiscale, mais au contraire, elle sonne beaucoup d'inquiétudes sur quelles sont les conséquences à l'avenir pour les contribuables, que ce soit les contribuables personnes physiques françaises ou même finalement les employeurs luxembourgeois, des mesures de cette nouvelle convention. Et si on regarde, dès janvier 2022, des actions très concrètes devront être prises en œuvre, en compte, par ces deux profils, puisqu'il y aura des impacts à considérer, et notamment un impact très important, celui du passereau, que je vais décliner tout de suite, mais également un impact qui n'est pas neutre, qui est celui donc de l'établissement stable, que Carole viendra commenter effectivement ultérieurement. Comme vous le savez, donc cette nouvelle convention a mis en place formellement un seuil de 29 jours. Donc ce seuil de 29 jours permet de déterminer la règle d'imposition des revenus professionnels des contribuables. Et au-delà du seuil en fait de 29 jours, dès lors qu'un contribuable résident fiscal de France perçoit des revenus professionnels, ces revenus professionnels deviennent imposables en France. Ceci n'est pas sans poser des problématiques bien spécifiques donc pour les employeurs luxembourgeois, puisque ces dispositions de droit interne, avec le passage au prélèvement à la source depuis janvier 2019, va venir obliger les employeurs luxembourgeois à procéder finalement aux formalités du prélèvement à la source en France et donc à aller acquitter de l'impôt sur le revenu en France, prélevé à la source, pour remettre le montant de l'imposition auprès de l'administration fiscale française. Dans ce cas-là, ces formalités donc, sont acquittées par le canal passereau, donc prélèvement à la source sur revenus autres, qui est un canal spécifiquement donc, prévu par l'administration fiscale française, qui permet à un employeur étranger, donc un employeur luxembourgeois, de venir s'acquitter de ses obligations pour les revenus professionnels imposables en France pour ses salariés. Dans ces cas-là, il y a donc un processus et des formalités bien précises que cet employeur doit entreprendre et notamment s'enregistrer auprès de l'administration fiscale française pour donc bénéficier d'un numéro SIRET et après procéder mensuellement aux formalités du passereau. Ces formalités, comme elles peuvent avoir un impact éminemment important pour l'employeur étranger, puisque à partir du moment où l'employeur luxembourgeois doit venir s'enregistrer en France pour ces formalités passereau, eh bien, qu'est-ce qu'il peut se passer pour lui? Et notamment, donc un point tout particulier que je vais laisser Carole commenter, notamment donc sur le point de l'établissement stable pour les employeurs luxembourgeois. Merci Romain. Bonjour à tous. En effet, il me tenait à cœur aujourd'hui de discuter aussi de cette problématique d'établissement stable. Il est clair que la modification de cette nouvelle convention fiscale a surtout suscité de l'émoi sur tout ce qui est personne physique, notamment avec cette baisse du seuil de 29 jours, également la modification dans la méthodologie pour éviter la double imposition. Maintenant, je tenais quand même à mentionner que cette convention a changé aussi d'autres aspects, même si celui sur les personnes physiques est pour l'instant le plus visible. Et donc, pour éviter simplement que on oublie certaines autres modifications, je voulais vous parler notamment de cette convention qu'on appelle
post-BEPS. Alors, pourquoi on l'appelle post-BEPS? Parce que suite à la crise économique de 2008, peut-être avez-vous entendu parler de ce grand projet au niveau de l'OCDE, donc qui est le projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait, suite à l'initiative du G20, de demander à l'OCDE de prendre des mesures qui se sont en fait illustrées par 15 actions pour quelque part remettre un petit peu de moralité dans la fiscalité, si je puis m'exprimer ainsi, et de revenir sur des notions de base pour s'assurer qu'on ait beaucoup plus de liens avec l'activité économique et avec la fiscalité, et pour éviter certains abus qu'on aurait pu voir dans le passé au niveau mondial et qui ont entraîné justement notamment cette crise économique de 2008. Dans ces différentes actions, il y a notamment l'action sur règles de prix de transfert et également des actions sur la reconnaissance d'un établissement stable. Donc un établissement stable, c'est une notion purement fiscale. On peut la rapprocher de la notion plus commerciale ou légale de la succursale, mais elles ne sont pas à confondre, puisque si toutes les succursales sont des établissements stables, tous les établissements stables ne sont pas des succursales. L'établissement stable est une notion purement fiscale qui est définie dans les conventions et qui prend différentes définitions que vous voyez sur la gauche de mon slide, donc notamment celle la plus connue, qui est en fait l'exercice d'une partie de l'activité par une entreprise dans un autre État, mais également un agent dépendant ou dans certains cas un agent indépendant, basé aussi sur des installations qui sont ou pas auxiliaires et qui pourraient être reconnues comme un établissement stable, c'est-à-dire comme une activité qui est faite à l'étranger. Et il est important de savoir quand un établissement stable est reconnu. Pourquoi? Parce que les conséquences fiscales peuvent être importantes. Si je reviens à cette notion donc de BEPS et à ces différentes actions qui ont été prises qui ont été menées par l'OCDE suite à la demande du G20, j'en parle. Pourquoi? Parce que justement ces actions visaient à modifier des conventions internationales pour justement, comme je le disais tout à l'heure, mettre un petit peu plus de lien entre l'activité économique et la fiscalité. Maintenant, comme vous le savez, des conventions internationales sont en général donc bilatérales entre deux États. Donc, s'il fallait changer toutes les conventions internationales, ça allait prendre un temps certain. D'où l'idée d'avoir un MLI, donc un Multilateral Instrument. Donc, l'idée est d'avoir finalement un instrument non pas bilatéral, mais multilatéral, et tous les États qui signaient cet instrument multilatéral, quelque part, autorisés à modifier les conventions internationales qu'elle avait signées. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce que ça peut paraître un peu antinomique dans le sens où le Luxembourg n'a pas opté pour certaines règles du MLI en ce qui concerne les reconnaissances d'établissements stables. Pourtant, de manière un peu contradictoire, je dois l'avouer, cette convention fiscale française qui est dite post-BEPS parce qu'elle a été négociée après justement la mise en place de ce projet BEPS et de ces 15 actions, reprend justement les mesures qui sont dans le MLI sur l'établissement stable. Alors pourquoi c'est important de connaître ces règles d'établissement stable? Parce que quand on parle d'une activité qui est faite dans un autre État, alors évidemment, si on se replace sur un secteur primaire, secondaire, c'est assez facile à démontrer. Si vous avez une partie d'usine dans un autre État, c'est assez facile à le démontrer. Maintenant, si on est dans l'ère tertiaire et surtout, je dirais, dans l'ère du digital, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il est important de voir vos employés, vous en tant qu'employeur luxembourgeois, en tant qu'entité corporate luxembourgeoise, de savoir ce que font vos employés en termes d'activité, bien évidemment, mais même en termes de démarchage. Et là, je m'adresse notamment à plusieurs des personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui viennent du secteur financier. Comme vous le savez, pour pouvoir distribuer des produits, on peut le faire via succursalisation, mais aussi via ce qu'on appelle la LPS, la libre prestation de services, où vous avez finalement des agents qui peuvent sur le sol européen aller distribuer certains produits. Donc il est important de savoir exactement ce que ces agents vont faire. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne convention et donc dans l'ancienne vision de l'établissement stable, on était plutôt sur une vision
un agent est dépendant et donc peut entraîner la reconnaissance d'un établissement stable si, au moment du démarchage, c'est lui qui signe le contrat. Donc, par exemple, vous avez un agent qui travaille pour une entreprise luxembourgeoise qui va aller sur le sol français. Il n'y a pas forcément une succursale. Il peut très bien voir son client dans un hôtel, discuter de différents aspects et finalement signer, par exemple, une ouverture de compte en France. Si le contrat a été signé justement en France par cet agent, on avait établissement stable en France. Au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle définition, on n'est plus sur ce critère très formel de la signature du contrat. On est sur un critère beaucoup plus économique, beaucoup plus factuel, qui est un rôle prépondérant, prépondérant dans la conclusion du contrat. Donc, en fait, l'idée est surtout de savoir exactement quel est le rôle de ces agents pour voir si, de manière économique, il y avait un rôle habituel et prépondérant dans la signature du contrat. Vous voyez dans le slide à l'écran, notamment ces deux cercles qui s'entrecroisent. On a sur la partie gauche clairement une situation où il n'y a aucun doute, on a bien un établissement stable dans l'autre État. Dans la partie droite, on n'a pas d'établissement stable, donc là on est vraiment sur une partie très nette. Par contre, là où les cercles s'entrecroisent, on est dans une zone grise parce que qui dit critères économiques, faisceau d'indices et rôle et responsabilité à démontrer, dit quelque chose de beaucoup moins binaire qu'avant. Et donc, il est important de savoir exactement ce que vos employés font pour éviter justement un challenge par les autorités fiscales françaises qui pourrait justement par un faisceau d'indices démontrer qu'il y a reconnaissance d'un établissement stable en France. Et vous le voyez par exemple, la fonction réelle, par exemple, de l'agent et pas uniquement son rôle dans son contrat de travail, l'impact des réseaux sociaux. Si vous avez un agent sur différents réseaux sociaux qui vient expliquer toutes les actions qu'il a fait dans d'autres pays pour signer des contrats ou pour avoir un rôle prépondérant dans la signature de ce contrat, les procédures applicables, donc pas uniquement sur le papier, mais réellement au niveau procédure, comment ça se passe. Il est important que vous revoyiez toutes ces procédures, puisqu'on sait que juste après la signature de cette nouvelle convention, Bercy était vraiment prêt à commencer à faire des audits et à regarder justement ce faisceau d'indices pour s'assurer qu'ils étaient bien au courant de toutes les reconnaissances d'établissements stables sur le sol français. Avec la période Covid-19, forcément, ces audits ont été, entre guillemets, gelés, mais il est important de savoir qu'après cette période-là, logiquement, ces audits devraient se mettre en place. Et donc, c'est une période optimale pour vous, en tant que société luxembourgeoise, de faire maintenant ces vérifications de procédures, de rôle de vos employés pour éviter d'avoir des mauvaises surprises au niveau établissement stable. Alors, pourquoi ça pourrait être une mauvaise surprise? On le voit justement au slide suivant. C'est parce que qui dit établissement stable dit allocation de profit à cet établissement stable. Donc, il faut savoir que la Convention internationale va d'abord définir ce qu'est un établissement stable, mais elle va aussi ensuite répartir, comme pour tous les autres revenus, le droit d'imposition des profits qui sont liés à cet établissement stable. Donc, l'établissement stable en tant que tel, ça n'est pas une entité qui a une personnalité morale, elle est rattachée à la maison mère. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dichotomie entre, je dirais, le juridique et le comptable. Comptablement, on reste sur des comptes consolidés, établissement stable, maison mère. Par contre, au niveau fiscal, une déconsolidation devra être faite avec une allocation des actifs et passifs et aussi des charges et des revenus dans cet établissement stable pour avoir une base imposable de cet établissement stable. Et cette base imposable, pour le cas d'un établissement stable français, sera taxable en France. Cette allocation, elle est basée sur les règles OCDE de prix de transfert, c'est-à-dire que sur base du modèle OCDE, on va considérer l'établissement stable, on va avoir la fiction d'une entreprise distincte pour pouvoir justement déterminer la base imposable de cet établissement stable. Pourquoi il est important d'avoir ces informations en tête? Parce que si vous ne faites pas le nécessaire et que dans votre tête, il n'y a pas d'établissement stable en France, vous allez déclarer l'intégralité des profits au Luxembourg. Or, Bercy
Bercy va venir après ça et vous dire non, il y a une certaine partie qui est taxable en France, entraînant une double imposition des mêmes profits au Luxembourg et en France. Il y aura évidemment des mesures correctrices qui pourraient être apportées, mais alors on va être vraiment dans une demande de remboursement qui est longue, qui n'est pas facile, qui est fastidieuse et qui n'est pas garantie à 100%. Donc, l'idée est justement de déjà déterminer si vous avez une situation qui entraîne un risque d'établissement stable ou pas, et à vous, en fonction du niveau de risque que vous avez identifié, de voir si vous allez jusqu'au bout du processus et réellement vous allez reconnaître un établissement stable, mais au moins de par l'allocation des profits, vous n'aurez une taxation des profits alloués en France qu'en France et pas aussi au Luxembourg. Et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir un dossier défensif dans le cas contraire si justement vous démontrez que selon vous, il n'y a pas d'établissement stable en France. Si Bercy vient vous poser des questions, vous serez préparé. Donc, il est extrêmement important de faire cette analyse au jour d'aujourd'hui. L'allocation est une des conséquences. Il peut y avoir d'autres conséquences. On le voit notamment au slide suivant. Les autres conséquences peuvent être, alors évidemment, en plus de l'imposition du bénéfice attribué en France, de formalités déclaratives en France, puisque l'établissement stable, même s'il n'a pas de personnalité morale de manière fiscale sur base de comptes déconsolidés, il sera vu comme indépendant, donc devra déposer des déclarations fiscales en France. Peut-être besoin d'un représentant fiscal en France pour faire toutes ces formalités. Selon le secteur où vous êtes, et notamment si vous êtes un secteur régulé, potentiellement des autorisations à obtenir, donc notamment l'AMF, qui est un peu le pendant de la CSSF au Luxembourg, peut-être aussi des impacts comptables. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais, comptablement, vous allez garder des comptes consolidés alors qu'ils sont déconsolidés au niveau fiscal, ce qui fait qu'il y aura des petits ajustements à démontrer, notamment dans les notes au compte, et surtout si vous êtes en format IFRS, donc format consolidé, et pas forcément LuxGap ou FrenchGap, des notes au compte pour expliquer pourquoi finalement, en prenant le bénéfice des comptes consolidés et en le multipliant par le taux luxembourgeois, vous n'arrivez pas à l'impôt qui a été provisionné. Ça s'explique notamment par des taux d'imposition différents et du fait notamment de cet établissement stable. Et surtout, évidemment, le plus important, c'est de pouvoir analyser à temps cette situation d'établissement stable pour éviter ce problème de double imposition et de faire une allocation la plus juste possible sur base de règles de prix de transfert pour justement avoir un solide dossier face aux questions de Bercy. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le moment idéal de pouvoir faire cette analyse. Pourquoi? Parce que cette nouvelle convention, comme l'a dit Romain et Frédéric et Magda juste avant, n'ont pas encore donné tous leurs effets du fait de la période très spécifique liée au Covid-19. Mais justement, quand cette convention prendra tous ses effets et que cette nouvelle définition d'établissement stable va se mettre en place, il est important que vous soyez bien préparés. Voilà, il me semblait important d'avoir aussi cette vue plus corporate et pas uniquement personne physique. Et c'est avec ces mots et cet engagement de faire cette analyse dans un moment propice que je vais laisser Magda tout doucement aller vers la conclusion. Merci beaucoup. Alors, merci Carole. Avant ça, on va glisser une petite question pour toi. Bien sûr. Il nous est demandé, donc, si une activité est basée au Luxembourg, mais que la clientèle est principalement une clientèle résidente française, quelle serait la nature de l'établissement stable au sens de la nouvelle convention? Alors, si la clientèle est française, c'est pas le simple fait que la clientèle soit française qui va entraîner un établissement stable. L'établissement stable va vraiment être lié au rôle et responsabilités des employés luxembourgeois qui vont avoir certaines activités sur le sol français. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une entité luxembourgeoise qui travaille sur le sol luxembourgeois pour une clientèle française et pour autant ne pas avoir d'établissement stable en France. Il est vraiment important de regarder de manière économique et pas uniquement formelle et purement légale sur le papier de ce que font vos employés ou de ce que prennent comme décision les membres du board d'une société luxembourgeoise. Mais ce n'est pas automatiquement visé par le type de clientèle. Merci Carole. Alors oui, un petit mot de conclusion. Donc, nous avons vu aujourd'hui en détail quelques impacts parfois mal anticipés qu'une nouvelle convention génère, ainsi que les mesures exceptionnelles que l'administration fiscale française a été contrainte
de mettre en place rapidement pour apaiser les tensions et répondre à la pression. À moyen terme, nous attendons encore un positionnement clair de nos gouvernements respectifs sur le seuil de tolérance en matière de télétravail, permettant de maintenir une imposition intégrale du revenu professionnel au Luxembourg, comme nous l'avons évoqué au cours de ce webinaire. Nous attendons également de voir comment la Commission européenne va se positionner pour tirer les conséquences des nouveaux modes de travail largement diffusés en réponse à la crise sanitaire et désormais fortement installés. Pour ces sujets, il semble que le temps soit à la réflexion et non à la précipitation. Le Sénat français a pourtant déjà formulé une proposition de résolution européenne en faveur du rehaussement du seuil de 25 à 40% en cas de pluriactivité dans le cadre de la coordination de nos régimes de sécurité sociale. Nous attendons avec impatience ces augmentations de seuil et pourquoi pas un alignement entre la position fiscale et la position en matière de sécurité sociale. Et pour ne rien vous cacher, une autre question me taraude. Depuis la signature de la nouvelle convention franco-belge, quels enseignements tirer de la mise en application de la convention franco-luxembourgeoise quand la nouvelle convention franco-belge emprunte le même chemin, de l'exemption avec progressivité vers le crédit d'impôt? Peut-être est-ce là le sujet, l'objet d'un prochain événement en fonction de vos retours sur le webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Carole, merci Frédéric, merci Romain. Oui. Et à bientôt. Merci Bonne à après-midi à tous. Merci à tout le monde. Très bon après-midi. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.